Shubham n'est pas un youtubeur et pourtant, T'as une chaîne YouTube, 156 000 abonnés. il n'est pas non plus un infopreneur et pourtant. T'as 2 formations aujourd'hui, une formation sur Notion, une formation sur Make. Si vous connaissez déjà Shubham, vous vous dites qu'il a probablement percé grâce à YouTube et toutes ses vidéos sur la productivité. Et si je vous disais que la réalité est bien différente? Et si je vous dis que Shubham est un ovni qui avait préparé son coup depuis des années? YouTube n'est qu'un niveau de son propre jeu. Ou évidemment dans 10 ans je ne fais pas que de la formation, évidemment dans 20 ans et je suis parti dans un autre délire, heureusement tu vois. Alors j'ai voulu décoder son créateur et ce qu'il avait dans la tête. Comment a-t-il fait pour réussir alors que son environnement jouait contre lui? Comment trouve-t-il un équilibre alors que d'autres font la course aux millions de vues? Comment est-ce que pareil en termes d'équilibre, d'expérience, d'apprentissage, j'optimise pour continuer à être au top sur ces différents moteurs, pour moi être heureux tu vois. Quelle place la passion a-t-elle vraiment dans son quotidien d'entrepreneur créateur? Je l'ai aussi questionné sur son rapport à l'argent, sa double face entre kiff et intensité de travail, et sa stratégie pour développer son business avec une équipe ultra réduite. J'ai besoin de trouver l'angle parfait, le sweet spot entre moi, mes capacités, mes valeurs, le marché pour kiffer un max. L'épisode est une pépite, personnellement j'ai pris plein de notes et je vous laisse avec notre échange. Salut Shubham, j'aime bien me dire que t'es un Covid créateur. Je sais pas si ça vient de toi d'ailleurs, si j'ai entendu ça dans une de tes interviews, mais t'es un peu la vague Covid quoi. Un peu comme moi d'ailleurs, on s'est lancé quasiment au même moment sur internet. Covid créateur, tu es un créateur de contenu avant d'être un entrepreneur. T'as une chaîne YouTube, 156 000 abonnés à l'heure où on se parle. Je pense que quand l'épisode sortira, t'auras pris encore un peu plus. Et puis t'as 2 formations aujourd'hui, une formation sur Notion, qui est un outil de productivité, et puis une formation sur Make, qui est plutôt un outil d'automatisation, un peu plus technique. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce que nous, on se connaît depuis un sacré bout de temps. C'est vrai. On échange quasiment toutes les semaines. Et du coup, ça me fait d'autant plus plaisir de te recevoir et de partager un moment un peu plus public ensemble pour parler de pas mal de sujets qu'on a déjà abordés en off, mais qu'on va pouvoir creuser aujourd'hui. Merci beaucoup de m'inviter. Et en effet, c'est comme je te disais en off, c'est toujours plus intéressant les podcasts où tu connais plus la personne déjà un peu à l'avance parce que tu peux vraiment aller creuser sur des sujets. Et puis, tu sais aussi comment l'autre personne fonctionne et donc tu te permets un peu plus de titiller, toujours dans le respect, sur des éléments que tu as envie de savoir, une conversation que tu n'aurais peut-être pas autour d'un café. Ok, donc là, je sens que je vais me faire challenger pendant mon propre podcast, c'est ça? Non, c'est toi qui me titille. Moi, je ne titille personne. Ma première question, c'est quoi un peu là l'état d'esprit, le mood en ce début d'année? Début d'année, qui dit début d'année, dit évidemment plan sur l'année. Je suis très, comme toi aussi, mais à fond sur la planification et au moins les intentions de cette année. Qu'est-ce que tu veux, etc. Sur toutes les facettes de ma vie. Là, on est au moment où on tourne à 50% du premier quarter, grossièrement. Et l'intention, il est d'aller ça démarre plutôt tranquillement, dans le sens où on respecte toutes les KPI, mais on respecte aussi le pied levé sur l'accélérateur. C'est une année quand même que je vois plus une année comme une année de consolidation, plutôt qu'une année de pied au plancher. Et j'aime bien alterner entre ces phases un peu plus de jachère et des phases de hyper-pression qui peuvent être pendant des mois assez courts, etc. Et j'aime cette sensation-là de micro-pressurisation, vraiment où on est hyper passionné, où je suis hyper passionné pendant une petite durée et en même temps d'un autre côté d'avoir un temps pour pouvoir admirer, regarder tout ce truc. Et ce qui fait qu'au long terme, ça reste quand même quelque chose d'assez steady, d'assez stable. Mais quand tu zoomes, tu vois qu'il y a plein de variations et j'aime ça. Oui, c'est vrai qu'on va y revenir, mais au moment où on a commencé, nous, à échanger ensemble, je me demande si tu n'avais même pas encore de formation, ou en tout cas, tu n'osais pas trop en parler. Ouais. 2023, ça a été une année où tu as pris le sujet de la vente un peu plus au sérieux et tu t'es dit, OK, en fait, j'assume ma posture d'entrepreneur et je ne suis pas juste là pour faire des vidéos et apprendre des trucs gratuits aux gens. Intéressant de voir que là, année de consolidation, c'est quoi? Tu as une intention, un peu un cap de ce que tu as envie de là où tu as envie de mener ton business, je sais pas si à 2, 3, 4 ans. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que c'est pas uniquement mon business. Maintenant, je le vois plus comme un tout, même si évidemment mon business fait partie de ma vie parce que c'est une manière de générer du capital.
Mais c'est plus une intention de comment j'ai envie de vivre, tu vois, sur cette année. Et c'est beaucoup sur donc ce truc de jachère, microspeed, etc. dont je t'ai parlé. Mais c'est surtout comment trouver vraiment un équilibre dans mon kiff perso, qui est de expérimenter, tu vois, ma liberté que j'ai, le fait de pouvoir beaucoup voyager, d'habiter dans des endroits et de kiffer un peu ma vie. Et en même temps, l'autre facette qui est celle de transmettre, d'éduquer, celle de moi apprendre des choses, donc comment est-ce que je level up, donc je monte en compétence sur des compétences, etc. Donc tu vois, il y a ces deux facettes et je suis vraiment dans le comment est-ce que je trouve un équilibre là-dedans, parce que les deux me font extrêmement plaisir, les deux font en sorte que je suis extrêmement passionné dans les deux et le switch dans les deux devient de moins en moins compliqué. C'est-à-dire que d'un côté où je vais être, je sais pas, le mois et demi à la montagne en train de faire du ski quasiment tous les jours, où je vais beaucoup moins travailler, et puis le switch en passant de « Ok, maintenant je veux sortir un nouveau produit et c'est bon, on bosse 70 heures par semaine », et cette transition-là est de moins en moins douloureuse. Cette identité-là que je me crée est de plus en plus assumée. Là où avant, j'étais plus dans la comparaison, ou en tout cas dans le putain, mais est-ce que je devrais vraiment être au ski pendant 1 mois et demi, donc je le vis mal, mais en même temps je kiffe un petit peu parce que c'est mes valeurs. Et de l'autre côté, quand je suis à fond, je me dis waouh, putain, est-ce que j'en fais pas un peu trop en fait. Et en fait là maintenant c'est complètement assumé que je suis dans une des deux facettes à un moment donné de ma vie, tu vois. Je reprends le micro pour vous parler d'administratif, mais vous allez voir, ça va très très bien se passer. Tout le monde stresse quand on parle d'impôts et d'URSSAF. Et encore plus quand on est indépendant ou on doute de tout sur l'administratif. Parce que la moindre erreur peut nous coûter très cher. Ça nous prend une charge mentale de dingue alors que le sujet n'est pas si obscur et complexe qu'on pense. Et pour ça, je vous ai trouvé un nouvel ami. Il s'appelle Abi et vous allez l'adorer. Cette application, c'est pas juste un énième outil de facturation. L'outil vous permet de gérer et piloter toute la partie administrative et financière de votre entreprise avec un suivi de votre compta, la personnalisation de vos factures et des relances automatiques, et surtout la gestion de votre URSSAF et de votre TVA en un clic. Vous pouvez tester l'outil gratuitement sans avoir besoin de rentrer votre carte bancaire, et si vous tombez amoureux de l'outil, vous avez 35% de réduction avec le code TRIBU35. Le lien est en description, et il paraît même que le dernier qui clique sur le lien se fera épingler par l'URSSAF, donc je vous conseille de vous dépêcher. Je souris parce que j'ai l'impression d'être schizophrène là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que parfois, je me dis, là, je suis en train de kiffer, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de kiffer, tu vois? Est-ce que là, ce qui m'arrive, c'est pas genre une petite bulle, un truc, c'est pas normal, et je devrais, en fait, un peu faire acte de présence. Ouais. Comme, je sais que tu as été aussi salarié, etc. C'est quoi le déclic? Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, maintenant, c'est OK, je suis hyper confortable avec ça, j'ai des moments de kiff, j'ai des moments où j'accepte de bosser avec une plus grosse intensité. Tu vois, il y a eu un truc qui a fait que tu t'es dit, OK, c'est deux parts de moi-même que j'accepte et que je fais cohabiter ensemble sans aucun problème. Si je réfléchis un peu profondément à ta question, je pense qu'il y a beaucoup plus... Il y a une partie de sécurité qui, pour moi, est assez importante, en fait. Ça dépend des individus. Mais le fait que moi, je pars d'un environnement où, en fait, il n'y a pas forcément de matelas sécurité au cas où ça plante... En fait, je pense qu'à un moment donné, et ce switch, évidemment, il n'est pas du jour au lendemain, il est plutôt progressif, où je me suis dit, OK, là, en fait, je suis confort, même si je me plante sur 1 an et que je fais rien, grossièrement, ça va. Même si 2 ans, ça va. Et en fait, même s'il arrive un gros truc, en réalité, ça va. Et donc, une fois que tu as que moi, de mon côté, j'ai cette partie sécurité de OK, tu mets des petits blocs en plus pour te dire, OK, bon, il y a de l'argent qui tombe, quoi qu'il arrive, donc j'ai créé des systèmes qu'il faut pour faire en sorte que j'ai une partie rente qui peut continuer à tomber. Donc, en fait, je peux me permettre d'un peu plus kiffer parce que je sais que mon capital croît, je sais aussi que mes compétences croient. Et en fait, je suis dans une espèce de zone un peu où je suis en plein kiff, donc aussi la reconnaître, etc. Beaucoup de travail sur soi, sur la partie sécurité et sur la partie kiff pour un moment donné se dire, là, c'est OK, en fait. Et pas être dans le FOMO, la peur, qui est au début de ma carrière, sur ces 15 dernières années, je dirais, est beaucoup là, en fait. Au début, moi, j'ai beaucoup accéléré par la peur de ne pas être dans la sécurité, la peur de manquer d'argent, etc., etc. Et je pense que c'est un facteur qui a beaucoup contribué à moi, maniaque, etc., dans un premier temps.
Et du coup, une fois que tu es sécure à ce niveau-là, tu te dis, ok, bon, quelle niaque je vais aller chercher, tu vois. Et la niaque que j'ai maintenant, c'est plus, putain, mais comment est-ce que tu peux vivre une vie de ouf en même temps, en kiffant tout ce que tu construis, et comment est-ce que tu peux arriver à un équilibre sans être dans le constamment se cramer ou quoi que ce soit et jamais vraiment en profiter. Là où je suis passé par cette phase aussi, en fait. Et ça, tu ne peux avoir que cette réflexion-là une fois que tu as passé un cap, tu vois. Parce que là, tu me parles juste avant d'intensité, et j'ai envie qu'on vienne là-dessus. J'ouvre une petite boucle qu'on reprend dans 3 minutes. Parce qu'il y a un truc, je sais qu'on en a déjà discuté beaucoup, parce qu'on vient de 2 milieux finalement assez différents. Aujourd'hui, on se retrouve sur un milieu commun, mais moi, dis-moi si tu es OK avec le terme, mais on peut considérer que tu es un transfuge de classe. C'est-à-dire que tu es arrivé en France, tu avais quoi, 5 ans ? Ouais, c'est ça. Tu vivais à Villeneuve-la-Garenne, banlieue, collège ZEP. L'environnement n'était pas idéal pour entreprendre. Là où, par exemple, moi, tu vois, et c'est un travail que j'essaye de faire, c'est de me dire, en fait, moi, en théorie, j'ai pas le droit d'échouer, tu vois. C'est-à-dire que moi, avec le recul, il n'y avait aucune raison que j'arrive pas là où je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai des parents qui ont toujours très bien gagné leur vie. J'ai eu accès à toutes les études possibles. J'ai eu accès à l'éducation très vite. Et ça, je me rends compte maintenant. À l'époque, c'était un par défaut pour moi. Est-ce que ce truc-là, tu vois, est-ce que c'est, mine de rien, sur le papier, c'était un handicap de dire, en fait, tu as quand même plus de chances de rater et de rester dans la condition que tu avais plutôt que de changer de classe comme tu l'as fait. Et est-ce que ça a contribué aussi au fait qu'aujourd'hui, tu es capable de mettre, par exemple, beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts sur un laps de temps très court, par exemple ? C'est vrai que c'est une... ce que tu as dit dans « Tiens, moi, j'ai pas le droit d'échouer », elle est plus par l'œil social externe. Tu n'as pas le droit d'échouer parce que, en fait, théoriquement, vu que tu as eu les chances échouer, c'est régresser grossièrement. Moi, la raison pour laquelle je me suis mis cette pression de « j'ai pas le droit d'échouer », c'est parce que à un moment donné, j'ai fait un prêt pour mes études et j'étais en mode, en fait, tu vois, j'ai fait une école qui s'appelle EPITA, qui coûte quasiment 8 000, 9 000 balles par an. C'est pas mes parents qui l'a payé parce que ils n'ont pas les sous pour la payer. Et du coup, je fais un prêt. Et je faisais un peu de freelance sur le côté. Et le jour où je vais faire ce prêt, donc tu as 18 piges, tu vas faire ce prêt, et ma tante s'est portée garante. Et du coup, quand tu signes sur les papiers, tu sais, t'écris, il y a un moment donné, t'écris vraiment tout un paragraphe et tout. Tu sais pas trop ce qui t'arrive, mais tu sors de là et tu te dis, ok, j'ai pas le droit d'échouer. Et donc, c'est aussi par le fait que là, si j'échoue, je me mets vraiment dans la merde. Ça, c'est un facteur de j'ai pas le droit d'échouer. L'autre facteur de j'ai pas le droit d'échouer, c'est quand je viens en France, à 5-6 ans, c'était pour une raison que mes parents se séparent, etc. Puis à 10 ans, j'y suis retourné. Et puis à ce moment-là, je fitais plus du tout en Inde parce que mes parents s'étaient remis ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'étais retourné en Inde. Et là, à 10 ans, je suis en Inde, je suis en équivalent CM2. Il n'y a rien qui va. Je suis le pire cancre du monde. J'ai nul en examen, etc. Et j'ai eu une conversation avec mes parents à ce moment-là où moi, je suis en mode, en fait, ici, ça marche pas. En France, ça marchait mieux. J'ai une conversation avec mes grands-parents qui étaient les personnes qui étaient en France. Et en fait, je fais des pieds et des mains pour vraiment retourner en France. Et c'est ça, retourner en France. Et mon père, de manière très vivide, je m'en souviens, on est à l'aéroport et il me dit, et c'est très... je l'aime, mon père et ma mère, tu vois, mais c'est très représentatif du milieu indien, très axé sur les études, la réussite, etc. Mais il me dit, on t'envoie là-bas, on fait cet effort, expression indienne, on met une pierre sur notre cœur pour t'envoyer là-bas. Du coup, tu déconnes pas, t'échoues pas, quoi. Et ça, je pense que plus profondément, t'as pas le droit d'échouer, en fait, tu vois, parce que du coup, tu trahis tes parents, tu trahis la confiance, etc., etc. Donc, t'as plein de levels de ça. Et je pense que toutes ces peurs inconscientes, que ça soit le milieu social, que ça soit le prêt ou que ça soit les parents, je pense qu'au bout d'un moment, tu les diffuses un peu en te disant, ok, en fait, là, c'est bon, peut-être que j'ai checké, peut-être que j'ai remboursé mon prêt, peut-être que, en fait, je sais que j'ai dit à mes parents que c'était ok, etc. Et du coup, tu es plus dans un état d'apaisement face à ça. Et tes différentes peurs, tu travailles dessus différemment. Là où j'ai travaillé sur ces différentes peurs par l'acharnement, là, je travaille sur d'autres peurs, notamment celle de pas assez travailler, par le fait, l'apaisement. Et c'est toute une autre manière de travailler, tu vois, dessus.
Mais je comprends que tu pars avec cette idée-là. Et qu'est-ce qui fait que, tu vois, malgré le fait que tu arrives en France, tu n'arrives pas non plus dans le meilleur aquarium possible, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, tu pars quand même avec 2-3 boulets, ça va être un peu plus dur, quoi. Ah bah c'est clair. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, en fait, c'est dur, mais en fait, je vais continuer de grid, quoi. Je vais continuer de monter la jauge pour me faire une place. Tu vois, qu'est-ce qui te permet de garder l'intensité ? Parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression que, et je sais qu'on en a déjà parlé, pour toi, en fait, les petits obstacles qu'on rencontre, nous, en fait, pour toi, c'est OK, c'est un petit caillou, quoi, on va le passer. Ouais. Là où j'ai l'impression que c'était, tu vois, tes périodes un peu plus compliquées, hustle, etc., c'est presque derrière toi aujourd'hui, non ? Ouais. Ouais, bah, tu l'as dit, en fait, quand tu démarres, et tu vois, je veux surtout pas avoir le discours, je viens de banlieue, Non, mais tu vois, justement, je trouve que Villeneuve-la-Garenne, collège ZEP, etc., lycée ZEP, il y a un moment donné, il y a un switch qui a lieu, en seconde, je commence à être un peu meilleur à l'école, mais mine de rien, en fait, avant la 4e, je traîne vraiment avec des gens, n'importe quoi, Villeneuve-la-Garenne, c'est entre Gennevilliers et Saint-Denis, qui sont des quartiers très spéciaux, et en tout cas qui ne sont pas portés sur la réussite ou sur l'entrepreneuriat, je dirais. Ou une autre forme d'entrepreneuriat. Oui, exactement, qui est très bien reçu. Et donc à ce moment-là, en fait, les gens avec qui je traîne, c'est plus embrouille putain, mec, trop stylé, tu vois. Et donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je pense qu'en seconde, et dès que j'arrive en première S parce que j'avais plutôt des bonnes notes en seconde. Et là, pour le coup, il y a ce discours de ça t'ouvre plus de portes d'aller en S. Et donc, moi, à un moment donné, je me dis putain, je suis en S, c'est trop cool. Du coup, j'ai des portes ouvertes. Et le truc qui a fait la différenciation, c'est qu'en seconde, à un moment donné, j'ai fait un site web pour un type et je me suis fait payer pour. Donc, je suis en seconde, il y a un surveillant qui vient. Qui me dit ah putain Choubam, tu sais faire des sites internet, pourquoi il vient me voir? Parce que je t'ai connu comme étant le mec un peu hack tech, etc. Parce que je craquais les PSP des gens. Il n'y a pas de secret, hein. Voilà, j'étais un peu le type tu vois, qui branchait des ordis, quoi, parce que j'aimais bien démonter des cartes mères, je passe ma vie à mon galet, etc. Et il me dit mais tu sais faire un site internet? Et je lui dis ouais, parce que moi je savais ce que c'était Google, quoi, et je savais chercher ça. Et je fais un site internet pour un type qui va se présenter à la mairie de Stein dans le 93. Je lui fais un site internet le plus horrible du monde, mais je savais pas faire, et en même temps, donc il me paye genre 230 balles en cash, et je me suis dit ok, waouh, là il vient de se passer un truc. C'est que jusque là, j'ai pas d'argent de poche, le seul argent de poche que j'ai, c'est les petits boulots que je fais par-ci par-là, mais là je viens de level up mon income x10 en passant 2 nuits sur internet. Et là ça fait un switch, et je me dis ok. En fait, d'un côté, je veux assurer mes arrières avec l'école parce que parents, etc., et qui comprendront de toute façon pas ce délire d'Internet. Donc, S, Epita, etc., je prends un prêt et tout. Et de l'autre côté, je continue mon freelancing et je me dis, ok, je fais de l'argent. Donc, je fais mon premier site, puis j'en fais un autre avec PrestaShop, pas PrestaShop à l'époque, mais c'était Joomla avec Virtumart, bref, un autre CMS. Je fais un site, puis je commence à rentrer dans le monde WordPress, puis je fais des sites. Je rencontre à Epita une personne qui nous a fait bosser à l'époque, et c'était un deal de dingue quand j'y pense. Moi et mon pote, un pote Charles, on était 2 seuls freelances de ma promo d'Epita, et on s'associe, on crée une agence qui s'appelait As You Like. Bref, voilà, il n'y a rien d'agence là-dedans. Et il y a un type qui nous repère, qui était venu donner une conférence, et il nous dit putain, vous avez l'air chaud, vous savez quoi, on va faire un truc. Il s'appelle Rama, le mec. Et il me dit, vous savez quoi, on va faire un truc. Moi, j'ai plein de clients qui me demandent des sites web, et en fait, moi, je peux pas en faire. Par contre, vous avez l'air hyper chaud. On va faire un truc. On a quoi? On a 21 piges, 20 piges. Il me dit, vous savez quoi, je vous fais bosser pour moi. Je vous paye tous les mois. Et en contrepartie, bosser pour mes clients. Et il nous payait 300 balles par mois. Mais mec, avoir une rentrée d'argent de 300 balles par mois, il faut savoir qu'à l'époque, ma bourse, elle est de 400, tu vois. Donc, c'est je double mon revenu, tu vois. Et il me dit, je vous paye 300 balles par mois, chacun, et vous faites tous les sites. Mais mec, tu sais pas à quel point on était déter. Parce qu'on se dit, mais attends, mais là, dans les mains, on a un pouvoir. On nous demande de faire des petits projets à la con. Nous, on gagne de l'argent, quoi. Et donc, au fur et à mesure, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un côté tu découvres dans ton jeu vidéo
des parties de la map qui jusque-là étaient complètement dans l'ombre. Les gens gravitent dans ce petit espace. Toi, tu commences à aller d'un côté et tu te dis « Waouh, il y a de l'or là-bas en fait ». Il y a un truc que j'ai capté que les autres n'ont pas forcément Ouais. capté. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a tous les deux passé par la junior entreprise. Et moi, ça a été une période de fou pour moi. Ah mais c'était... Parce que je me suis intense. dit, là, je viens de capter un truc que 95% des gens dans mon école n'ont pas capté. Je commençais à faire des deals à 50 000 euros sur des études de marché, tu sais, les fameuses études de marché, machin. Je me dis, attends, là, je suis en train de faire un truc. Il faut pas que je lâche ça, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu as commencé le freelancing seconde. Tu n'as jamais vraiment arrêté derrière. Non. D'ailleurs, là-dessus, comment tu trouves tes clients? C'était par réputation? Est-ce que tu étais... tu vois, aujourd'hui, tu penses quoi là, de toute la team qui te dit, bah, en fait, crée du contenu, trouve des clients pour trouver des clients, etc. Est-ce que tu penses que c'est toujours d'actualité? Enfin, est-ce que c'est d'actualité ou la manière dont toi, tu trouvais des clients, elle est toujours valable aujourd'hui, si tu devais recommencer de zéro? Ah, je pense qu'elle est toujours valable. Elle est même plus que valable dans le sens où tu as tous les outils maintenant pour pouvoir faire du relationnel qui sont bien meilleurs. Genre, à l'époque, tu as un numéro et t'appelles, tu vois. Là, tu peux te faire des reminders pour envoyer des WhatsApp à tes clients, tu peux envoyer des petites choses. Genre, tu peux faire tout ce qu'il faut pour maintenir, consolider, fortifier ta relation avec tes prospects et tes clients. La création de contenu, c'est un moyen, mais un moyen très long terme où tu vas créer de la confiance pour que les gens fassent appel à toi. Mais fassent appel à toi, c'est pas toi qui vas le chercher, tu vois. Donc t'attends dans ton coin et tu crées du contenu. C'est genre tu te rends beau et t'attends qu'on vienne te dire salut, ça va, tu veux danser quoi. Alors que t'as la capacité de te lever dans la salle et d'aller voir chacune des personnes, et de taper la discute et de dire hey, j'adore ta robe, est-ce que tu veux danser en fait. Et la réalité, c'est qu'il y a la plupart des gens qui disent oui, en fait, parce que t'es convaincant, parce que tu sais bien lire ce que l'autre veut, que tu comprends, en fait, et ça, la junior entreprise m'a énormément aidé aussi, et le freelancing m'a aussi aidé pour arriver dans la junior entreprise, c'est qu'en effet, tu comprends un truc qui est que, putain, waouh, attends, comme j'ai compris en seconde que je pouvais faire de l'argent, non pas en bossant au McDo, mais en faisant des sites web, et ben là, j'ai compris, dans ma 3e année d'EPITA, que ce que je suis en train de faire là, de signer des deals, d'aller voir des mecs en costard et moi-même d'être en costard, etc. Et je crois que c'était ça la vie avant. C'était en tout cas cette vie-là. Ben, je me dis, attends, mais du coup, on peut aller vendre des trucs hyper chers à des gens et ils payent et on reçoit le virement et on fait des factures. En fait, c'est comme ça que ça marche. Parce que ça, à l'école, au final, on ne te l'apprend pas, quoi. Jamais. Et donc ça, tu as une expérience qui est parallèle, qui est bien plus formatrice, et surtout, tu te retrouves devant des gens qui, eux, sont dans la vraie vie, et tu te retrouves à jouer le même jeu qu'eux, alors que toi, t'es pas encore sorti de l'école. Donc tu fais partie des 10% qui ont compris le truc qui va se passer plus tard. Et ça, c'est génial, tu vois. Tu as eu une activité freelance pendant très longtemps, tu as rejoint pas mal de boîtes tech, la dernière en date, Conto, sur lequel tu as passé quoi, 2 ans, 1 an et demi? Ouais, un peu plus d'1 an et demi, ouais, quelque chose comme ça, je crois. La suite logique aurait pu être la même que moi j'ai prise avec Tribu1D, de dire bah en fait tu as la compétence tech, tu as la compétence business, bah en fait je vais accompagner des techs à être plus business par exemple, et donc d'aller chercher en fait de répliquer le modèle que toi tu as fait bah, en fait j'ai commencé en bas, freelancing, étape 1, étape 2, premiumisation de mes offres, etc. Tu aurais pu lancer une chaîne YouTube là-dessus, par exemple. Tu aurais pu créer du contenu sur « Ok, t'es développeur, je t'amène de 1 à 10, voilà comment ça va se passer, etc. » Parce que tu connaissais le modèle, ça faisait 15 ans que tu faisais ça. Qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais plutôt sur des sujets no-code, productivité, organisation, qui en réalité, à l'époque, n'ont pas la hype d'aujourd'hui, tu vois. Alors, t'es un peu le... Tu vois, comment est-ce que tu as senti le truc de manière inconsciente ou c'était un pari que tu as fait? Avec le recul, c'est facile de dire bah, j'avais eu le nez creux. C'était quoi un peu là, la réflexion à l'époque? Ouais, bah, pour resituer le contexte, Conto est arrivé après que j'ai démarré la création de contenu, parce que juste avant, on va dire que la vraie dernière boîte de type startup, Mailjet, c'est ça? c'était Keymetrics. Ah, En fait. Donc je reviens des US, parce que j'avais passé une année pour Mailjet là-bas. Je reviens chez Keymetrics et je fais 2 ans chez eux, à Paris, dans le 9e. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, ok, je sais faire de la tech, je sais faire du produit, je sais faire du marketing, let's go, on monte une boîte, quoi. Et je veux monter une boîte, j'étais
omnibulé par cette histoire de indie hacker, etc., avec le indie hacker podcast, etc. Des gens seuls qui font un SaaS, qui font de l'argent et qui vivent leur meilleure vie. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux pour changer d'environnement de faire ça, d'aller à Bali, tu vois. Donc, je vais à Bali pendant 1 an et je monte un SaaS, tu vois. En gros, c'était ça le truc. Le SaaS marche pas, j'ai passé 9 mois à le coder, 3 mois à le vendre, j'aurais dû faire le contraire. Donc j'apprends plein de choses, j'apprends des choses sur la user research, je deviens meilleur en product, j'écoute uniquement énormément de contenu. Je reviens en France, j'essaie de monter une autre boîte avec un de mes potes qui s'appelle Jedi. Là pour le coup on fait pas les mêmes erreurs, on fait beaucoup plus de user research, on a du financement, etc. On monte. Et puis il y a un moment donné le Covid arrivé. Et notre boîte avec Jedi, c'est pas possible que ça marche parce que c'était trop lié aux banques. Les banques étaient en PLS. C'était du prêt pour les... Du prêt pour les étudiants, ouais. pour les aider à se lancer. Donc dans la fintech, etc. Donc c'était un truc déjà plus ambitieux, plus ambitieux, c'est pas le bon terme, qui était dans un modèle très différent que le indie hacker. Mais j'étais prêt à tester parce que je trouvais qu'on matchait bien avec Jedi. Et là, à ce moment-là, il y a le Covid qui tombe, on se fait tout chier quasiment chez nous. On se dit, bon, avec Jedi, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on monte un autre business, etc. Donc j'essaie de monter un truc avec des haltères, de la location d'haltères à domicile pour les gens qui peuvent pas aller à la salle de sport, etc. Ça marche pas vraiment, mais j'ai de l'attraction et tout. Mais en fait, j'arrive à comprendre un truc, c'est que avant de faire, faut avoir de l'engouement, tu vois. Et peut-être que pour des marketeurs comme toi, c'est très très logique, mais pour un tech, c'est pas logique, tu vois. Pour un tech, c'est qu'il comprend pas pourquoi, si tu mets un SaaS dont tu penses que tout le monde a le besoin, il comprend pas pourquoi il y a pas des gens qui viennent dessus. Les techs font partie des gens qui pensent qu'un site internet, il va y avoir automatiquement du trafic qui va arriver dessus, tu vois, parce qu'on connaît pas le monde marketing. Et à ce moment-là, j'ai switché après avoir fail ces 2-3 trucs où je me dis, en fait, il faut que j'ai de l'engouement avant de lancer quoi que ce soit. Et donc je me dis, ok, en fait j'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube. Et là, je fais un truc que j'ai pas fait pour ma boîte en solopreneur que je voulais faire, en indie hacker, c'est que je fais une user research sur quoi je veux refaire ma chaîne YouTube. J'ai 3 idées en tête. Aider les gens qui sont freelance tech à monter des boîtes, comme moi ce que j'avais fait et ce sur quoi j'étais fail. Aider les freelance tech à devenir meilleur en marketing et du coup à mieux vendre. Ou sinon, aider les gens qui ne sont pas des techs à pouvoir créer des choses, etc. avec le no-code, c'était pour le coup un petit truc. Et là, j'appelle, je pense, une 30aine de personnes. Et je leur dis, voilà, je redémarre un peu. Qu'est-ce que tu penses de ce milieu? Est-ce que tu penses que il y a un besoin et tout? Avec une idée claire. Et ça, je l'avais derrière ma tête. C'est qu'à l'époque, quand j'étais à Bali, etc., j'écoutais les Antoine BM. Même avant, j'écoutais tous les infopreneurs, tu vois, les gens, Olivier Roland et compagnie. Je voyais qu'il y avait un monde parallèle qui était en train de se commencer, ce truc d'infopreneur. C'était assez sale, moi qui viens du monde startup et tout, où tout est shiny et tout. C'était dégueu, mais il faisait de l'argent. Et je me suis dit, putain, dans ma tête, je m'étais toujours dit, au pire, si tout ça flambe, je pourrais toujours faire du YouTube et faire de l'argent. Tu vois. Pour moi, c'était un dernier truc, quoi. Okay. Et du coup, cette fois-ci, j'avais une idée claire en fait, il fallait que je fasse une chaîne YouTube, pas juste pour la fame, mais plus pour pouvoir lancer un business derrière et qu'il y ait du besoin, qu'il y ait des gens qui aient de l'argent. Et donc, après mes user research de 30 personnes, c'était clair qu'il y avait dans le monde beaucoup plus de gens qui ne savaient pas coder, qui voulaient faire des choses. Il y avait dans le monde ces gens-là qui avaient d'ailleurs plus d'argent que les développeurs qui n'ont jamais payé pour Photoshop et qui l'ont toujours craqué, tu vois, par exemple. Et je me suis dit, en fait, il y a un petit match entre moi, ce que j'ai envie d'expliquer, vulgariser, ce que les gens veulent, etc. Allez, let's go, on fait des vidéos là-dessus. Donc, c'était plus ça. Et donc, c'était beaucoup plus réfléchi que juste une envie, etc. Et après, au fur et à mesure, tu découvres du Notion, tu découvres du Make, et donc tu fais ce que les clients, ce que ton audience veut, quoi. Et tu sais que down the line, tu vas lancer des produits. Et en fait, Conto, c'est arrivé en plein milieu où Conto me contacte en mode putain, on a vu tes vidéos, on veut bosser avec toi. Et du coup, là, on a fait du freelancing long terme ensemble, quoi. Intéressant de se dire. D'ailleurs, un jour, tu m'as dit, et je me le suis noté et je suis content de te le ressortir aujourd'hui, passer du technicien créateur à l'entrepreneur, c'est difficile et ça s'apprend. Moi, je suis passionné par la création, mais je dois maintenant devenir passionné par mon business. Et tu m'avais parlé de process, support people. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, je me souviens plus trop, mais... Je te dis ça maintenant, tu penses quoi de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es devenu passionné par la partie business? Ouais. Ça me parle et oui, je suis aligné avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la passion, c'est ce qui fait que même quand tu es en train de te brosser les dents, tu as l'idée, en fait. Et c'est ça qui fait les choses magiques. Et que tu en parles tout le temps, etc. Tu vois, il y a ce truc-là. Et
Et quand tu es passionné, je trouve qu'il y a cette chose magique qui se passe, qui fait que tu as cette flamme sacrée un peu, tu vois, que d'autres qui sont pas passionnés l'ont pas. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir cette flamme sacrée dans plein de ramifications de tout ce que j'ai fait. Je l'ai eu au début sur le freelancing, puis je l'ai eu en mode startup, genre je veux être le meilleur développeur évangéliste du monde, etc. Puis je l'ai eu sur la partie indie hacker, je vais créer le meilleur SaaS. Puis après, je l'ai eu d'un point de vue créateur. Et puis maintenant, je dis, ok, maintenant, faut que j'aimerais bien créer cette flamme sacrée sur la partie entrepreneur. Là, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois. J'aimerais bien créer cette flamme sacrée. Ouais. Souvent, on se dit, en fait, la passion, je l'ai pas. Il faut que je réfléchisse à où est-ce que je trouve mon kiff, machin. Et tu vois, moi, quand j'entends ça, je me dis, il y a une recherche consciente de te dire, ok, comment est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose de cool dans un truc sur le papier que je connais pas, la partie structuration business, et je vais essayer de me prendre de passion de ce truc-là, tu vois, mais de manière consciente. Ouais. Parce que généralement, tu vois, on peut être un peu syndrome enfant gâté, c'est de te dire, non, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, je vais pas me forcer à me dire qu'est-ce que je peux tirer d'intéressant dans ce truc-là, tu vois. Ouais. C'est qu'une question d'angle, pour moi. C'est, tu vois, genre, je sais pas, je prends un truc que j'aime pas, genre, j'aime pas, tu vois, laver mon linge, genre, j'ai peur de perdre du temps là-dessus. J'aime pas ça, je trouve qu'étendre le linge, c'est vraiment chiant. Et en fait, je suis sûr que si je me dis, ok man, maintenant on va faire un truc, c'est qu'on va devenir la personne qui fait le linge à la maison, tu vois. Et je sais que je me suis fait des expériences mentales là-dessus, je me suis dit, mais tu vois, ce moment où en fait tu penses à tout et à rien, ce moment où tu étends ton linge, c'est le moment où ton esprit peut divaguer. Et donc tu as besoin de ces moments pour te créer ça. Et donc en fait, est-ce que tu peux les cultiver, etc. Et ça, c'est en effet une manière de framer la situation pour kiffer. Et donc en effet, moi, c'est vrai que je me suis jamais fait la réflexion avant, et c'est pour ça que les podcasts, c'est génial. Mais c'est vrai que je me dis, ok, j'ai besoin de trouver l'angle parfait, le sweet spot entre moi, mes capacités, mes valeurs, le marché, l'envie du marché, la hype en ce moment, pour trouver ce sweet spot où en fait on va être dans le 100% de partout pour kiffer un max, tu vois. Et je pense que, par exemple, dans le content, ça a été YouTube avec un peu de tech, un peu de productivité et puis un peu de moi, tu vois. Et l'entrepreneuriat, c'est, ok, le monde infopreneuriat, j'aime pas trop. J'adore le monde du SaaS, j'aime bien la création de contenu. Attends, mais du coup, ça veut dire que tu as la distrib, tu peux avoir de la delivery un peu bien faite, mais du coup, comment tu gères la vente ? Putain, la vente, c'est compliqué pour moi, parce qu'on s'y tech et tout. Comment est-ce que je peux la prendre d'un angle un peu cool ? Ok, en automatisant, comme ça, tu n'as pas l'effort à faire où tu bégayes, etc. Ouais, mais comment est-ce que tu peux utiliser ta zone de génie ? Ok, le fait d'être transparent avec les gens, le fait et là, petit à petit, tu commences à trouver un sweet spot qui est parfait pour toi. Et pour moi, la passion de l'entrepreneuriat vient de ça. C'est comment est-ce que j'utilise mes différentes zones de génie pour faire le truc sur lequel, en fait, je suis le seul et je suis à fond. Et genre, je suis imbattable parce que il y a personne qui peut avoir ce feu sacré autant que moi parce que je suis pile dans ce truc. Et quand je dis imbattable, c'est pas dans le résultat, mais dans à quel point je kiffe. Ouais. À quel point je kiffe, en fait. Parle-moi un peu de l'équipe, parce que là-dessus, nous, on est... Alors, est-ce qu'on a un état d'esprit conservateur ? Je sais pas. Mais nous, si tu veux, développer une équipe, c'est pas dans nos valeurs premières, tu vois. C'est pas une fin en soi pour nous. Ouais. Là où ça peut l'être pour plein de gens, de dire, j'ai une équipe, j'ai des bureaux, machin. On fait des ordres du jour dans tous les sens. Nous, on a ce truc un peu inverse. Parle-moi un peu de l'équipe. Aujourd'hui, la garde rapprochée de Shubham, ça ressemble à quoi ? C'est quoi les fonctions que tu as décidé de staffer ? Ça va être une réponse qui est, de février 2024. Elle peut ne pas être vraie et elle n'était pas vraie en 2023. Au niveau de l'équipe, j'ai changé beaucoup d'avis. Je suis passé par plein de phases. Moi, je suis un vrai doueur solo à la base, qui à la base est persuadé que pourquoi prendre des humains quand les machines peuvent faire, en fait, en sachant que les machines, tu mets A, c'est A, B, c'est B, et l'humain, c'est ouais, mais B', ouais, mais tu comprends. Et du coup, ça, c'est pas évident à gérer pour quelqu'un comme moi. Et donc, mais n'empêche qu'il y a un problème parce que tous les autres autour de moi, quand ils réussissent, il y a une partie d'équipe. Et donc, je me dis, ok, il y a un truc que j'ai pas craqué là-dedans. Est-ce qu'il faut que je level up sur mes capacités de humain, managériel, etc. Est-ce qu'il faut que je level up sur ma capacité à l'embaucher, donc payer des gens, donc accepter de gagner de l'argent et enfiler 80 à des personnes qui peut-être sont pas aussi performantes. En tout cas, c'est la lecture que j'en faisais, mais pas aussi engagées parce qu'ils n'ont pas 100% départ, et ce qui est tout à fait logique.
Ou est-ce que c'est juste moi qui, pour l'instant, n'arrive pas à trouver le bon sweet spot? Donc, j'ai testé plein de choses. La conclusion à laquelle je suis arrivé, et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est que il y a 2 parties dans ma vie. Il y a le build et le run. Le run, c'est tout ce qui doit être fait d'un point de vue business, dans ce que moi je fais, qui est prédictible. On sait ce qui va se passer. Grossièrement, il suffit de pédaler pour que ça marche. Ça, c'est le run. Je te donne un exemple. Dans les formations, faut onboarder des gens ou alors faut répondre à des questions. C'est le run. On sait qu'il y en aura toujours et on sait que ça fait partie de la qualité. Et si d'ailleurs, je souris parce que j'en ai fait un épisode de podcast solo sur ce truc-là, c'est ce qui te permet de faire tenir la boîte à court terme. Exactement. C'est ce qui fait que les lumières sont allumées, comme disait Osuas. Et de l'autre côté, il y a du build. Le build, c'est tout ce que tu vas créer qui va permettre au long terme de capitaliser. Genre la création de chaîne YouTube, ça ne se délègue pas. Parce qu'il y a tellement de petits éléments de fine-tuning, etc., de notions de marché. Cette user research de 30 personnes, ça ne se délègue pas. Tu pourrais essayer, mais ça ne se délègue pas. Ou alors, ça va te prendre plus de temps, etc. Pour moi. Et en fait, le build, donc savoir... Et j'ai essayé, mais... Tiens, là, j'ai un angle un peu intéressant sur cette vidéo YouTube où en fait, je pourrais remplacer mon visage, du coup faire ça. Ah ouais, mais du coup, attends, on va utiliser le storytelling et tout. Ouais, mais je suis pas très bon. Bah vas-y, attends, tu sais quoi, je vais essayer de copier un modèle de storytelling. En fait, cette réflexion-là, je ne peux pas la déléguer parce que je veux, dans ces cas-là, qu'un humain qui soit exactement pareil que moi fasse la chose pendant que moi, je suis dans un bain moussant. Alors que c'est pas possible, en fait. Et donc, j'ai compris aujourd'hui qu'il y avait des choses en build et des choses en run. Et que les choses que je pouvais déléguer, c'était des choses en run. Et les choses que je ne pouvais pas déléguer, des choses en build. Là où avant, je pouvais me dire, je ne sais pas déléguer. Parce que tout ce que j'ai essayé de déléguer, c'était des choses en build. Et en fait, j'étais à chaque fois déçu parce que, évidemment, qu'il n'y avait pas d'être humain qui était des moi. C'est normal. Et le temps de level up de ces gens-là, évidemment, c'était normal. Et donc maintenant, j'ai, pour répondre à ta question, une personne qui m'aide dans ma boîte principalement, va gérer beaucoup du run. Qui va aussi, parce que c'est aussi sa zone de génie, quand on bosse avec des gens, être certain de les débloquer pour pas que ça soit moi qui les débloque constamment. Parce qu'un des trucs quand tu délègues, c'est que tu es censé prendre des décisions, et des petites décisions à la con, mais qui te détruisent ton énergie. Exactement. Et elle, son but, c'est de débloquer ça. Donc ça, c'est une personne. Et puis en run, tu as 2-3 autres personnes. Tu as des coachs sur ma formation. Tu as une personne en customer care où en fait, c'est prédictible. Quelqu'un qui veut un upgrade, c'est prédictible. Quelqu'un qui veut un remboursement, c'est prédictible. On sait quoi faire. On a des process pour ça. Donc des choses qui peuvent être processisées, déléguées. Des choses qui ne peuvent ne pas l'être, pas déléguées. Et en fait, il se trouve que nous, dans nos métiers, que je considère quand même relativement créatifs, dans un premier temps, pour moi, ça ne se délègue pas. En revanche, ce qui se délègue, c'est une fois que tu as créé quelque chose et que c'est un business, que ça marche et tout, là, tu peux commencer à déléguer. Donc, tu vois, j'ai une vision moins blanc ou noir, mais plus, attends, on parle d'une solution, sur quoi tu appliques cette solution, la délégation. Et d'ailleurs, sur la partie délégation, est-ce que dans le run, toi, tu fais la différence entre la partie run qui te rapporte, qui est un instrument pour aller générer du cash, versus des choses qui permettent de maintenir la boîte, tu vois, donc tous les trucs qui n'ont pas un lien direct avec le chiffre d'affaires. Je te prends un exemple, je sais pas, demain tu me dis, en fait, je vais prendre mes vidéos YouTube et puis je vais en faire des shorts sur Insta alors que t'es pas du tout sur Insta. Tu vois, il n'y a pas d'enjeu d'acquisition particulier, il n'y a pas de corrélation directe avec ton chiffre d'affaires, c'est pas lié à un lancement, etc. Est-ce que toi, tu privilégies des choses qui ont un impact direct, tu vois, la délégation, les tâches que tu vas déléguer, tu privilégies des choses qui servent le plus directement ton chiffre d'affaires, par exemple, ou pas ? C'est une bonne question parce qu'en effet, j'ai essayé de déléguer à la base des choses qui n'ont pas de rapport avec le chiffre d'affaires. Et en fait, si l'outcome n'est pas bien défini, c'est-à-dire à quel point ça marche ou ça marche pas, tu as l'impression de payer dans le vide. Mais du coup, j'ai une autre grille de lecture. En gros, cash, statut, capital. En gros, c'est est-ce que ça génère du cash ? Est-ce que ça génère du statut ? Ou est-ce que ça génère du capital au long terme ? C'est quoi le capital pour toi ? Capital, c'est le fait que dans l'IMO,
Ça te génère pas, tu vois, par exemple, trouver un bien, c'est pas du cash, mais c'est du capital au long terme. Si Tu t'as la développes bonne l'actif, quoi. Voilà. Ok. Aller inviter des agents IMO à manger et devenir pote avec eux pour comprendre le marché, c'est du capital. C'est pas du cash. Tu vois. Ok. C'est le long terme. Et donc, en gros, c'est vrai qu'initialement, c'est beaucoup plus héroïste de uniquement déléguer du run qui fait du cash. Mais petit à petit, tu peux. Enfin, moi, quand je commence à déléguer du run pour du statut ou du run pour du capital, bah pareil, tu gagnes de l'argent parce que c'est des choses que tu fais de manière récurrente. En revanche, l'exemple que tu as pris, d'aller prendre des shorts, les mettre sur Insta et tout, typiquement, j'ai essayé de faire cette erreur. C'est pour ça que je t'en parle. Et en fait, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est qu'on pense que c'est une tâche de run, mais non, c'est une tâche de build. C'est que tu es en train de valider une hypothèse que tu vas augmenter en statut en postant sur Insta des bouts de short, etc. Mais tu es en train de valider l'hypothèse. Tu n'es pas en train de faire du run. Faire du run, ça serait l'hypothèse est validée. Tu donc, systémises. Tu systémises. Ouais. Et beaucoup de gens, dont moi, font l'erreur dans un premier temps. C'est facile, tu prends des vidéos, tu prends une IA, bam bam bam, tu coupes, t'envoies, et puis tu fais des millions, quoi, des millions d'abonnés, évidemment. Non, parce que c'est à la base une hypothèse que tu as. Viens, tu la valides, et valide-la toi d'ailleurs, parce que tu es la meilleure personne pour comprendre quel moment du short, pourquoi, quel zoom, quel pas zoom et tout. Et si ça marche, là tu systémises parce que tu as fixé les règles du jeu. Et donc, non, j'ai pas, par exemple, systémisé ça. Tu vois. Vachement intéressant. Il y a un truc dont j'aimerais te parler sur la partie B2B parce que je sais qu'à un moment donné, tu faisais, alors dis-moi si c'est pas le bon terme, mais une sorte d'expédition Notion où tu allais dans une boîte pendant 2-3 jours et puis tu faisais un peu à la carte en fonction des besoins, de process, comment ça peut fonctionner, etc. C'est un truc que tu fais plus. Ouais. Ça m'intéresse quand même de savoir, là où toi, ton statut, il est créateur de contenu, tu as une visibilité. Comment est-ce que tu arrives à pricer des choses qui ne sont pas standardisées comme peut l'être une offre de service? Je te prends un exemple. Demain, consultant Notion, mon job, c'est de te délivrer je sais pas, tel espace Notion pour ton équipe de 5 personnes. Là où toi, tu étais sur un truc sur mesure, ce qui arrive quand même, mine de rien, assez souvent quand tu fais du freelance sur des clients un peu plus premium, qui ont un besoin qui ne rentre pas dans tes cases mais que tu as quand même envie de prendre, tu as toujours le truc de « Ok, mais je mets quoi comme prix sur un truc que je n'ai pas forcément fait ?» Là où toi, en plus, tu as l'équation crédibilité, créateur de contenu, visibilité, etc. Comment est-ce que toi, ça rentrait dans ton équation de pricing? Là, je mets casquette sales, freelance, etc. Mais pour moi, l'équation de pricing n'est pas liée à toi, mais liée à ton client, en fait. C'est pas combien tu payes un studio, combien tu es capable de payer, en fait. C'est pas la vraie question de... Si à un moment donné, tu penses que l'équation pricing est liée à qu'est-ce qu'il y a ailleurs, c'est que du coup, tu as commoditisé le service que tu rends et tu es comparable. Et si tu es comparable, tu acceptes les règles du jeu d'être comparable. C'est pas mon game. En fait, la raison pour laquelle je ne fais pas d'espace Notion, je ne fais pas de consulting récurrent, etc., c'est parce qu'il y en a d'autres qui en font. Et du coup, j'ai pas envie... et je dis pas ça pour... ouais, mais moi, je suis une rosta. Non, c'est que en fait, le game, c'est d'être dans des produits non comparables. Parce que du coup, tu prices plus à la valeur que tu apportes plutôt qu'à combien tu coûtes. Combien tu coûtes quand tu vas aux toilettes? C'est pas la bonne question, tu vois. Et donc, en fait, ce truc-là, c'est... Pour moi, du coup, pour répondre à ta question, c'est monsieur le client, si tu as envie que ça soit moi qui le fasse, déjà, je veux juste être certain de pourquoi moi, en fait, tu vois, pourquoi pas quelqu'un et tout. Donc, tu lui laisses expliquer et en fait, tu te rends compte que c'est parce qu'il a besoin de ton expertise et il a besoin de ne pas faire d'erreur avec d'autres freelances et qu'il a besoin de ton recul parce que tu as vu le marché et il a besoin du fait que toi, tu sois proche de Notion. Ça, c'est son besoin. Et maintenant, si moi, je balance un prix qui est plus la valeur qu'il va recevoir, qui est celle de prendre un employé pendant une durée qui ne va rien faire parce qu'il ne sait pas sur quoi bosser, qui est celle de passer la productivité de son équipe de 60 à 80%, qui est celle de ne pas perdre du temps dans des réunions à juste trouver des documents, etc., ça vaut extrêmement cher. Ça vaut très, très cher. Maintenant, si lui, il est en train de comparer ça à l'heure que je vais y passer, ça marche pas, en fait, tu vois. Donc, moi, ce que je vais lui proposer, c'est les outcomes de ça. Et je pourrais m'engager sur le fait que si on travaille ensemble, avec le recul que j'ai
les erreurs qu'il pourra éviter et la manière dont son équipe va fonctionner, qui va gagner 3 fois plus que ce que moi je vais lui charger. Et moi, je lui charge que juste un tiers de ça. Mais ça représente beaucoup d'argent. Maintenant, si lui, il pense qu'il peut trouver la même chose sur Malte, mais moi, je te mets en contact avec plein de gens qui sont meilleurs que Malte, et c'est avec plaisir que je te transfère, tu vois. Mais je peux uniquement me permettre ça, parce que tu as dit casquette, statut, etc., créateur de contenu, ça, mais c'est exactement là où je veux être. Je veux pas être un produit commoditisé avec plusieurs personnes, tu vois. Et ça passe par quoi, du coup? Ça passe par monter en crédibilité? Ouais, mais monter en crédibilité, c'est pas uniquement par le contenu. Ouais, Ça peut être par le réseau, tu vois. Je veux dire, les agents IMO dans le luxe, c'est par le réseau. C'est très nouveau que ça vient, l'agence avec la famille Kretz, etc. C'est très nouveau que c'est par ça que ça a augmenté. D'ailleurs, on l'a vu. Eux, ils ont level up, ils ont boosté. L'agence a explosé une fois que c'est passé sur Netflix. Mais avant ça, ça existe. C'est que du réseau, en fait. Et donc, tu veux faire appel au chasseur d'appart qui est le plus fou de Paris et tu es prêt à payer le prix parce que tu sais qu'il va te faire gagner du temps. Il est pro, t'as pas besoin de perdre du temps à lui expliquer, etc. Il sait très bien, ne serait-ce qu'en regardant comment tu t'habilles, l'appart que tu veux. Et c'est ça que tu veux. Maintenant, si tu veux, il y a plein d'autres chasseurs d'appart qui coûtent 10 fois moins cher. Mais avec plaisir. Et en fait, c'est comment tu te retrouves dans des situations. C'est pas que avec du contenu. C'est beaucoup avec des relations, quand je dis avec des relations, les relations que tu crées avec les gens, à quel point tu les gardes dans ton réseau, à quel point tu les alimentes, à quel point tu leur donnes confiance, à quel point on a envie de te recommander parce qu'on a envie de faire un cadeau à la personne à qui on recommande et pas juste qu'on te recommande parce que tu as dit écoute, tu pourras prendre une com, quoi. Ouais, super intéressant. Ça me parle parce que, en fait, on pense que le raccourci, c'est le contenu, tu vois. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le contenu, tu prends aucun risque. T'es chez toi, tu fais ton contenu. En vrai, tu te confrontes pas vraiment aux gens, tu te confrontes pas aux attitudes. Là où, en fait, aller consciemment développer du relationnel, oser aller discuter avec machin parce qu'en fait, tu le trouves cool et tu te dis, mais sans arrière-pensée, ok, en fait, je veux l'avoir, je veux comprendre comment il en est arrivé là, où est-ce qu'il en est, j'ai envie de prendre des nouvelles, etc. En fait, c'est souvent là-dessus que ça joue sur la partie réputation, beaucoup plus que souvent sur la partie contenu. Parce que par exemple, si tu reprends l'exemple des agences de luxe, elles n'ont pas pignon sur rue. Elles adressent qu'une petite partie de la population. Et en fait, c'est très bien comme ça, tu vois. Elles ont pas... Parce que, tu vois, je serais curieux sur l'agence, ils ont touché un marché mainstream, mais 90% des gens qui regardent cette série-là n'auront jamais les moyens de toute leur vie de se payer leur service pour acheter une baraque à 15 millions ou 20 millions d'euros, tu vois. Donc parfois, tu vois, on se dit, bah, en fait, le contenu, c'est cool, mais en fait, c'est mettre beaucoup parfois d'efforts pour essayer de se dire, je vais devenir un peu plus mainstream, alors qu'en fait, ton marché, il est beaucoup plus petit et tu peux l'adresser de manière différente aussi, quoi. Ouais. Totalement. Et je trouve que l'exemple de l'agence, avec, donc pour ceux qui n'ont pas le background, en fait, il y a une série sur Netflix qui montre des agents immobiliers, une famille d'agents immobiliers qui est dans Paris. C'est pas nouveau. Aux US, il y avait un truc qui s'appelait $1 Million Listing, donc j'étais fan et je regardais ça. Et en effet, je regardais ça comme un truc. Jamais j'achèterais ces apparts, mais par contre, ça me fait baver ce genre d'appart. Je me dis, waouh, c'est fou et tout. Et le parallèle est intéressant avec les créateurs contenu experts freelance qui se disent, tiens, si je fais du contenu assez mainstream sur regarder le site que j'ai fait pour mon client, si je suis web designer, et je pense que sur 10 000 vues, c'est des potentiels clients. Bah non, comme sur 10 000 vues de l'agence Kretz, c'est pas des potentiels clients, 99% c'est des gens qui veulent juste baver sur des apparts, et là c'est peut-être pareil, c'est des gens qui veulent faire par eux-mêmes ou juste veulent voir des sites web, et qu'il y en a peut-être 1%, c'est des clients. Mais c'est pas parce que tu vas créer du contenu que tu vas forcément attirer ce 1%. D'ailleurs, il se peut que pendant un long moment, tu n'aies que des 100% des gens qui bavent dessus. D'ailleurs, la plupart des gens vont te demander de travailler gratuitement, etc. etc. Donc, pour moi, ça passe d'abord par le réseau que tu builds, les relations que tu as et la manière dont tu gères tes clients au long terme, quoi. Hyper intéressant, avant que je passe au prochain sujet. On aime beaucoup tous les deux Brennan Dunn, qui est en vrai, moi, qui a été une inspiration sur Tribu Indé, qui a monté une boîte qui s'appelle, plusieurs boîtes, mais dont une boîte qui s'appelle Double Freelancing, qu'il a revendue aujourd'hui. Et il racontait qu'à l'époque, il avait une agence de email marketing. Et il avait la mauvaise idée d'avoir créé une sorte de liste email pour se dire, bah, en fait, le game, c'est je vais pouvoir vendre dans cet email-là. Il racontait que c'était moins de 0,1% de cette liste email qui a un jour été client de l'agence, tu vois.
Et donc, c'est tout un effort qui a été mis pour pas grand-chose finalement, parce que lui vendait de la prestation de service. Mais voilà, c'était le petit point. Depuis le temps que je te connais, t'es quand même un kiffeur. On en a parlé un peu au début. Et pourtant, c'est ça qui est fou, c'est que t'as un peu la double face. C'est-à-dire que moi, je te connais dans des périodes où t'es acharné, dans le sens, il n'y a pas de... On avance, quoi. Quoi qu'il arrive, on bulldozer. Comment t'arrives à conjuguer ce kiff, notamment dans ta vie personnelle aussi, tu vois? Tu vois, comment est-ce que... Je t'explique peut-être pour t'aiguiller là-dessus, pourquoi est-ce que moi je pense à cette réflexion-là. C'est que tout à l'heure, je te parlais de Covid créateur. On s'est tous lancés plus ou moins 2019-2020. Moi, je sais que j'ai commencé à enclencher le truc début 2020 quand j'ai commencé à écrire mon bouquin. Ça fait 3-4 ans aujourd'hui. Et tu as souvent des chapitres. Et là, moi, à titre perso, je vois des gens qui se sont lancés en même temps que moi, qui là commencent à s'essouffler, tu vois. Qui commencent à tirer la langue, qui commencent à dire ouais, en fait, je suis fatigué, je veux ralentir. Et toi comme moi, tu vois, genre, je suis pas en mode burn-out, fatigue de fou, etc. Comment toi, tu as réussi à conjuguer ça, tu vois? C'est une hyper bonne question et en effet, on avait commencé avec cette histoire de Covid créateur et maintenant que ça me revient, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, c'était pendant le Covid où j'étais au Portugal et on s'est parlé aussi. Et tu étais en train de lancer ton bouquin, je crois. Ouais, il faudrait qu'on se fasse un truc, un podcast et tout. Et nous voilà, 3 ans et demi plus tard. C'est une hyper bonne question sur, d'un côté, comment tu flirtes avec les limites de ton burn-out ou de ta limite, où ton déséquilibre, où ton équilibre physiologique, mental n'est plus assuré. Et combien de temps tu restes dans cette zone? On aime tous les deux la course à pied et tu vois, donc tu as tes différentes zones cardiaques et il y en a une, tu sais, les zones de faim, tu peux pas rester longtemps dedans. Et en fait, si je vais un peu au bout de cette analogie, souvent je me suis retrouvé dans cette période Covid, puis après et maintenant, où en fait je connaissais pas le système des zones. C'est-à-dire que quand tu cours, quand tu fais de la course à pied, au début, tu geeks pas le truc, tu comprends pas trop les zones cardiaques, tu cours quoi. Tu cours le mieux que tu peux. Et après, si tu fais souvent ça, tu te blesses. Parce que si tu cours tout le temps, tous les jours, le mieux que tu peux, tu te blesses. Parce que, en fait, ton corps n'a pas le temps de récupérer, que d'un point de vue cardiaque, etc., ton système physiologique, il est toujours dans un déséquilibre et il n'a pas le temps de revenir. Sauf que ce qui est fou, c'est que quand tu cours, tu prends quand même du plaisir. À la fin, au milieu, etc. Et que la blessure arrive d'un coup. Et en fait, c'est ton corps qui te dit, écoute, là, j'ai été à la limite pendant trop longtemps et je n'arrive plus à suivre le fait que tu me tiens toujours dans cette dernière zone, etc. Et ça passe plus, bam, tu te blesses. Et là, ton corps te dit, voilà, 1 mois et demi de pause. Et en fait, je pense que pour ton équilibre mental, c'est pareil. Bon, parce on fait quand même des tafs qui font principalement travailler nos cerveaux et nos doigts, quoi. Et la réalité, c'est ce qui se passe, c'est intense. Et donc, c'est un peu comme ces zones de travail. C'est-à-dire que sans le savoir au début, quand j'ai commencé, et même depuis tout au long de ma carrière, j'étais souvent en train d'osciller dans ces différentes zones. Beaucoup dans la zone de faim, et après, à un moment donné, tu t'essouffles. J'ai eu de la chance de ne pas m'être gravement blessé mentalement. Parce que j'ai su à un moment donné revenir et puis me faire des pauses, etc. Et maintenant, j'ai un peu cette lecture de zone. C'est-à-dire que j'ai acquis la capacité de comprendre comment mon cerveau fonctionnait dans ces différentes zones. C'est-à-dire que si je fais juste fonctionner les choses, c'est-à-dire que je suis dans le run, etc., je suis dans la zone du milieu où en fait, c'est pas trop taxant pour mon système mental. Et puis, il y a des moments, je suis en mode bulldozer. Par contre, je suis dans la dernière zone, je peux pas y rester très longtemps. Par contre, ce qui en sort, c'est fou, quoi. Ça veut dire que pendant ma période de récupération, de capitalisation, de moment où je vais tirer les fruits de quand j'étais à fond, c'est ma récupération. C'est en fait, je vais devenir meilleur au fur et à mesure. Donc, c'est un peu comme les périodes de rush, c'était des séances de fractionnés. Et puis, tout ce que tu fais au jour, les conversations, etc., c'était tes zones 2, tes endurance fondamentale, etc. Et sauf que je pense que beaucoup de gens, dont moi à un moment donné, quand on n'a pas trop cette lecture de tiens, consciemment, on est en train de faire du fractionné tous les jours, on attend de se blesser pour se dire ah, tu vois, en fait, j'aurais peut-être pas dû faire autant. Aka burn-out, tu vois. Ça me parle forcément, tu me parles de course, forcément ça me parle.
ce qui est intéressant, c'est que tu as conscientisé le truc. Tu vois. C'est-à-dire que si on reprend l'idée de la course, tu as des métriques qui te permettent de dire « Ah, là, attention, tu es à plus de 80%, tu peux pas courir autant de temps là-dessus, va dans ta zone d'endurance fondamentale, tu vas aller plus lentement, mais tu vas te tenir plus longtemps. » Le problème dans le business, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un derrière, tu vois, sur ton épaule qui dit « Hop, choubam là, attention ». Ou alors il te le dit trop tard. Est-ce que toi, il y a eu un travail, je sais pas, mental comment tu as conscientisé le truc de « Ok, maintenant je me connais » parce qu'en fait, c'est très lié à chaque individu. Qu'est-ce qui fait que tu connais ces zones-là aujourd'hui? Bah, j'ai pas eu un déclic. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le temps passé sur piste et à courir. Tu vois. En fait, c'est con, mais je suis très mauvais nageur et les bons nageurs te disent, mais man, c'est le temps passé dans l'eau. En fait. Tu vois, il y a un moment donné, tu as beau essayer de faire toutes les techniques du monde, voir regarder toutes les vidéos, c'est combien de temps tu es immergé dans l'eau à nager. Et bah, c'est aussi simple que ça. C'est qu'en fait, combien de séances de fractionné tu as fait, combien de séances d'endurance fondamentale tu as fait, quel est ton temps total d'entrepreneuriat dans lequel tu as fait des choses, tu as testé, tu as pris des risques, tu as juste engrangé de l'information, utilisé tes skills, etc., vendu, appelé. En fait, c'est déjà le temps passé. Donc, l'âge que tu as dans l'entrepreneuriat, grossièrement. Et en effet, on n'a pas d'indicateur, on n'a pas de tracker, etc. Tous les trackers, c'est des trackers externes, mais on n'a pas les trackers sur notre machine aujourd'hui, qui est notre corps et notre cerveau, qui dit, écoute, là, tu étais trop en zone 2. Là, aujourd'hui, j'ai ma montre qui m'a dit 34 heures de repos parce que hier, j'ai fait une grosse séance, tu vois. On n'a pas ça. Tu vois. Et surtout qu'avec de la caféine, des vidéos de motivation et notre entourage, on peut quand même faire beaucoup de choses sans vraiment se rendre compte qu'on est en train de tirer. J'ai que 32 piges. Hein. Je veux dire, je veux pas faire le mec qui s'y connaît tout, mais les indicateurs que j'ai commencé à remarquer, c'est qu'en fait, dès que je commence à ne plus faire de sport trop longtemps parce que je suis trop dans le taf, parce que je dors pas beaucoup parce que je suis trop dans le taf, et du coup, je mange de la merde et je mange pizza et n'importe quoi parce que je commande, etc., parce que je suis trop dans le taf, bah, cette période-là, c'est une période de fractionné mental dans lequel je suis en train de faire du bulldozer au niveau taf. C'est OK tant que ça dure pas longtemps. Mais quand cette période devient un peu trop longue, ou en plus il y a des indicateurs externes, j'ai de la chance de partager ma vie avec ma compagne qui, mine de rien, me donne ces indicateurs externes, genre, hey, là, t'es un peu trop grumpy, tu vois, un peu souvent. Là, tu te rends compte quand tu vas te coucher à 1h du mat pendant une petite période, ou alors tu te rends compte que tu dis « Ah, j'ai du taf, mais tu sais pas pourquoi. » Et en fait, c'est que tu tires sur la corde. Expression de ma compagne. Elle dit « Tu tires sur la corde. » Et en fait, combien de temps je peux tirer sur la corde? Et puis, il y a des moments, genre là, ce que j'ai découvert cet hiver, c'est qu'il y a des moments, je me dis « Ok, tu sais quoi? Journée de pause, semaine de pause. Tu vas juste marcher dans la montagne. » Et en fait… Sans demi-mesure. Il y a pas de… Et en fait, tu fais des calls avec des potes. Il y a des moments où tu marches en silence et puis il y a des moments où tu appelles des gens que tu n'as pas appelés. Tu vois. Et en fait, ça me fait me prendre conscience de l'écart qu'il y a entre des moments de fractionné et des moments de pause, ce qui me fait réaliser en fait que waouh mec, en fait, tu étais tellement en train de tirer sur la corde pendant trop longtemps et j'ai de la chance de ne pas m'être blessé en fait. Parce que tu as l'entourage, parce que tu arrives à t'analyser, etc. Je kiffe le dev perso et aussi avec du recul. De toute façon, tout ce que je kiffe et dont je suis passionné, c'est avec du recul parce que je suis en train de me observer, en train de kiffer. Et tu vois, il y a des choses dans le dev perso qui est que, oui, tu peux lire Atomic Habits, essayer de tout appliquer à la lettre, mais la réalité, c'est que pour cocher des cases tous les jours, tu es en mode go time. Hein. Tu n'es pas en EF. D'accord ? Tu n'es pas en endurance fondamentale. Pour pouvoir dire, oui, j'ai pris une douche froide, ton système nerveux, il y va, quoi, en fait. Et donc, je pense qu'il y a ce côté de prise de recul que maintenant j'ai, qui est plus l'entrepreneuriat, c'est un fucking marathon très long terme. Et en fait, tu es en train de t'entraîner pour, tu n'es même pas en train de le faire. Et tu ne fais que trop blesser, ce qui fait que de retarder l'échéance de cette compète, qui est pour toi d'ailleurs, que tu vois, tout le monde s'en fout de ton score. Hein. T'as l'impression que… Mais tu regardes les autres courir, tu te dis putain, il y a des belles pompes, lui, non. En fait, tout le monde s'en fout. Mais t'es juste, est-ce que tu kiffes le truc? Est-ce que tu te blesses? Et c'est que ça. Et ce recul, je l'ai parce que t'en passais dans l'eau, quoi. T'as des rôles modèles ou pas? Sur plein de parties de leur vie, ouais. J'ai pas des gens que j'admire à un niveau de fou. J'ai cette espèce de… Je sais pas si on en a déjà parlé, mais ce board meeting constant dans ma tête on se trouve avec des gens que j'admire. Mais sur des parties… il ressemble à quoi là, ton board meeting aujourd'hui? Il y a des gens qui restent long terme, des Naval, Tim Ferriss restent toujours. Tu vois, c'est des gens que j'aime beaucoup. C'est des valeurs sûres. Ouais, c'est des valeurs refuges. Ouais, où je sais que
intéressant d'aller prendre le point de vue. Et là, ça te fait réfléchir parce que une même ligne ou un même texte ou même le même audio. Tu vois, je suis en train de réécouter le podcast Joe Rogan, Tim Ferriss que j'ai écouté, je pense, 5 fois. Je le réécoute et putain, je l'écoute pas du tout avec la même saveur, avec la même compréhension. Il y a des moments, des choses qu'ils disent qui sont juste fous, quoi. Tu vois. Et donc, en ce moment, c'est Naval, Tim Ferriss, valeur sûre. À des moments donnés, tu vois, Ali Abdaal sur certains points. Et puis sur des valeurs complètement hautes, tu vois, des Alexandre Astier sur la partie plus créative, des Kian Kojandi sur la partie aussi créative, moment jachère, etc. Tu vois, parce qu'au final, on est aussi des créateurs. Ça ressemble à ça. Qui est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a des mecs, tu vois, il y a parfois des phrases, il y a parfois des principes, mais grossièrement, ça ressemble à ça. Tu vois, Gary Vaynerchuk a fait partie de ce board meeting, et souvent, j'en ai pris beaucoup. Tu vois, la hustle culture dans laquelle j'étais, etc. Mais en fait, Gary Vaynerchuk est génial quand tu apprends à sprinter. C'est top. Ce mec est une bombe d'énergie, tu vois. Mais tu peux pas te comparer à un type qui fait des sprints tous les jours. Tu vois, Gary Vaynerchuk, c'est un Usain Bolt, et toi, t'essayes de suivre ton rythme. Mais sauf que toi, dans tes zones, t'es hyper haut, ton rythme cardiaque est en train de s'emballer. Lui, il est tranquille, en fait. Tu vois, si ça t'est déjà arrivé de courir avec des gens qui sont bien meilleurs que toi, t'es en train de subir. Mais sauf que Gary Vaynerchuk, d'un point de vue principe, sur marketing et tout, il est extrêmement bon. Mais tu ne peux pas écouter que ça. Tu vois. Et il faut te rendre compte de ton niveau, etc. Et donc maintenant, plus j'avance, plus j'ai une lecture très différente des gens qui sont dans ce cercle de personnes qui m'accompagnent dans ma tête, quoi. Et c'est intéressant là sur ce board meeting. Il faut que ça devienne une question récurrente parce que moi je te connais, mais ça en dit long, je trouve, sur toi, tu vois. Si on regarde Naval, Tim Ferriss, Ali Abdaal, Alexandre Astier, Kian Kojandi, c'est pas des mecs show-off déjà. C'est des mecs qui sont très long terme, assez discrets, tu vois. Et je trouve que ça te ressemble bien. Parce que, en fait, c'est assez fou parce que quand on ne te connaît pas, on se dit, mais ce gars-là, 150 000 abonnés, un peu superstar, etc. Alors que toi, c'est pas du tout une quête. Enfin, on en a déjà parlé, tu vois. La quête de la fame, d'aller chercher des millions, etc. J'ai pas l'impression, dis-moi si ça a changé, mais j'ai pas l'impression que ça soit ta quête personnelle, quoi. Non, ça t'apporte plus de merde que de trucs. Hein. De toute façon, le million, non, ça t'apporte beaucoup de sécurité et beaucoup de liberté. Mais la fame, ça t'apporte rien. Enfin, pour moi, ça m'apporte rien de suite. Genre, je me dis pas, oh putain, ça va être cool que là, je vais me faire reconnaître. Tu vois. Genre, c'est quoi ton driver aujourd'hui ? C'est quoi le moteur qui te fait continuer d'avancer ? C'est une bonne question. Évidemment, c'est pas une réponse en une ligne. Si je te sors un truc. Vas-y. C'est Marty qui est mort, mon chien. Non, rien à voir. J'en ai 3, tu vois, enfin 4. Très rapidement, c'est la soif d'apprendre qui est constante, qui est celle de me level up sur des skills qui sont. Ça peut être du fait de faire du breastwork comme de taper un semi Ironman, etc. J'ai envie de comprendre ça, première chose. Deuxième chose, à quel point j'arrive dans ma manière d'être très balanced, en gardant ma liberté, en gardant mon équilibre mental, physiologique, etc., sans me blesser. À quel point je transmets des choses. Et je parle pas de transmission à des gens, à des enfants ou quoi que ce soit. Non, mais à quel point, en fait, quand j'arrive à comprendre quelque chose, j'arrive en regardant la personne dans les yeux et de voir dans sa tête, elle se dit « Ah putain, ouais !» L'épiphanie, quoi. Ouais, et ce sentiment-là, et je pense que c'est certainement pourquoi je fais du YouTube, etc., c'est que, en fait, j'adore ce moment, tu vois. Je sais pas si tu as déjà enseigné en école ou quoi, mais quand tu es dans une école et tu expliques quelque chose et tu prends la personne, tu dis « Tu vois ça, là ?» Et la personne a fait « Ah, mais du coup, non. » Et là, c'est feu d'artifice de kiff, tu vois. Ouais, tu vois, grossièrement. Et le dernier, c'est les expériences. C'est à quel point, dans ma vie, sur des chapitres, sur des quarters, j'arrive à vivre des expériences de ouf. Ça peut être je sais pas, d'aller marcher longtemps, ça peut être de faire le Kilimandjaro, ça peut être Et en fait, toutes ces expériences, c'est petites signatures sur ton gros bouquin de life, et ça, c'est trop cool. Donc, c'est grossièrement ces 4 trucs. L'argent me permet de les vivre à fond, mais ce que je fais tous les jours permet de les expérimenter, toutes ces 4 choses. Tu vois. Et tu rêves parfois
du jour où tout va s'arrêter. La mort? La mort, mais dans un premier temps, est-ce que tu te dis parfois, et si demain, genre, les lumières s'éteignent, tu vois, il n'y a plus de chaîne YouTube, on t'oublie, tu deviens has-been. C'est un truc auquel tu penses ou absolument pas? Tu dis juste, en fait, je suis dans un jeu vidéo dans lequel il y a des niveaux et les niveaux vont changer et je vais évoluer avec. Ouais, en fait, tu vois, je vois le truc très très macro. Que Ouais. tu as dit, Covid créateur. En fait, il y a un moment donné, il faut pas se leurrer. Hein. Il y a 3 ans, les gens te connaissent dans un autre milieu, tu vois, dans le milieu de dev, etc. Et puis il y a 3 ans d'avant, les gens me connaissent dans un autre milieu, et 3 ans d'avant. Et en fait, jeux vidéo de la live, quoi. Genre, évidemment que dans 10 ans, la chaîne YouTube n'est pas à la même place dans ma vie qu'aujourd'hui. Ou évidemment, dans 10 ans, je ne fais pas que de la formation. Et évidemment, dans 20 ans, je suis parti dans un autre délire. Heureusement, tu vois. Et donc, c'est pas que je rêve d'un monde où j'ai pas ça. Je sais que ça va arriver. Par contre, comment est-ce que, pareil, en termes d'équilibre, d'expérience, d'apprentissage, j'optimise pour continuer à être au top sur ces différents moteurs, pour moi être heureux, tu vois. C'est plus ce truc-là. Et c'est que des moyens, tout ça, tu vois. Il y a un truc que tu as capté dans le business récemment où tu te dis, j'aurais eu ce petit déclic ou j'aurais eu ce petit truc avant, je pense que j'aurais pensé différemment. Alors, j'aime pas ce j'aurais été plus vite, mais j'aurais fait les choses différemment ou avec un autre angle de pensée. Bah en fait, c'est assez compliqué parce que, bon, tu sais, réponse classique de ouais, je regrette rien parce qu'évidemment, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas, etc., etc. Mais sur un plan plus philosophique, je dirais que chaque échec ou réussite, il y a un apprentissage. L'apprentissage que j'ai, qui est le plus fort aujourd'hui, qu'évidemment, j'aurais pas pu avoir avant parce qu'il ne peut que s'acquérir en faisant du try error. Enfin de l'essai et de l'échec, mais l'apprentissage principal, c'est que c'est hyper bien d'être biased toward actions, donc en gros, commencer à faire les choses très vite, c'est le truc le plus important. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir une capacité de lire les choses, lire les gens, lire le marché, lire le contexte, lire l'envie des gens. Donc, cette ambivalence d'à la fois pouvoir te dire, on te donne une salle vide et t'installes un studio en une journée en te démerdant, et ça, c'est biased toward actions. Et de l'autre côté, pourquoi tu le fais? Est-ce que ça s'inscrit dans un plan long terme construit, réfléchi? Est-ce que tu as pris le temps de le faire? Et en fait, c'est aujourd'hui ce que j'ai compris, et c'est ma réflexion du moment qui me donne beaucoup d'énergie, qui me permet de comprendre les choses et voir les choses avec beaucoup d'apaisement, c'est comment est-ce que tu es très bon dans les deux? Comment est-ce que tu es très bon si on te dit, Shubham, l'ampoule est grillée, vas-y, va essayer de comprendre le mécanisme. Truc très con, tu vois, j'ai acheté un home trainer, genre comprendre comment un disque, genre une cassette de vélo se change, regarder des vidéos tuto, acheter les bons matériels, le faire, etc. Biased toward action, tu le fais. Mais est-ce que ça valait le coup que tu passes toi ton temps le faire? À quoi ça répond? Pourquoi tu le fais? Est-ce que vraiment tu l'as fait en pleine conscience de tu voulais le faire, ou tu t'es fait juste éclater le cerveau par du marketing et tu es en train de vivre un script, quoi? Et je pense que c'est cette double compétence acquise et restée dans l'équipe de ça qui aujourd'hui, ce que j'ai compris, mais qui était impossible à comprendre avant. En fait. Et ce que je comprends quand tu me dis ça, c'est que tu as à la fois un enjeu sur le deuxième point, tu as à la fois un enjeu interne, mais tu as surtout aussi un enjeu externe. Tu vois. Si je reprends l'idée tu as une salle, tu en fais un studio, c'est de dire, est-ce que tu as aussi validé qu'il y a potentiellement une foule qui est à la porte pour te dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, il y a un impact à la fois pour toi de plaisir, ok, est-ce que tu comprends le truc, mais est-ce qu'il y a un enjeu un peu plus grand tu sers quelque chose qui sort de toi, tu vois? Ça, c'est en effet plus sur la partie business besoin, mais c'est surtout, est-ce que d'un point de vue long terme, j'ai envie d'avoir un studio en Paris dans lequel j'ai des caméras? Est-ce que ça va pas entraver ma liberté, etc. Oui, ok, si businessment c'est validé et que ça tourne, et que depuis 3 ans j'ai déjà investi de l'argent et que ça tourne et qu'il y a des employés, est-ce que je suis pas prisonnier de ce truc-là? Ou est-ce que je l'ai vraiment voulu? Je l'ai fait parce que les copains le faisaient, ou je l'ai fait parce que j'en ai voulu? Et avoir ce recul-là avant de se dire j'installe une caméra, il est très difficile à avoir parce que d'un côté, c'est je gère la planification de mon entraînement, et de l'autre côté, je suis dans ma zone 6 et je suis en train d'en chier pour faire se fractionner, tu vois. Et c'est compliqué d'à la fois être coach et celui qui se fait coacher, tu vois. Et c'est la rapidité là aussi avec laquelle tu switches très vite et que tu prends une feuille blanche et que tu te fais de cette stratégie, et à la fois avec laquelle tu es avec ton marteau et tu es en train de régler les choses, quoi. Ça, je trouve que c'est pas un exercice facile, mais le fait de l'avoir conscientisé, ça le rend plus simple.
Et tu te souviens d'un échec qui t'a fait douter? Alors, un truc qui s'est pas passé comme tu avais prévu et qui t'a éventuellement fait remettre en question des choses. Là, le premier, c'est C'est quoi le truc qui te vient tout de suite en tête? T'as nécessairement... là le premier truc, c'est, tu vois, je rate mon permis et je suis en train d'attendre la ligne 7 à Léo Lagrange, quoi. Tu vois, en fait, c'est et là t'es comme ça, tu fais merde, j'ai raté mon permis, tu vois. Parce que le sentiment est à décorréler du vrai échec. Ouais. En fait, c'est la punition émotionnelle que tu prends quand tu as un échec. Tu loupes ton permis, tu appelles tes grands-parents pour leur dire. Bon, c'est une punition émotionnelle. Mais elle n'a pas de grands impacts sur ton plan. T'as retapé ton permis 3 mois plus tard. Et il y a des échecs qui ne sont pas vraiment émotionnels parce que tu comprends, et je pense que ce que tu apprends à gérer sur les échecs, c'est que la punition émotionnelle, c'est toi qui te la mets. Et qu'en fait, tu peux très bien la gérer, tu vois. Et si tu le regardes au long terme, l'échec, il est là aussi, tu vois, pas aller dans les discours classiques, mais sur le long terme, l'échec, il est très bon parce il te dirige, en fait. C'est lui qui te dirige. C'est un feedback du marché ou c'est un feedback de toi-même et tout. Donc, le doute étant une émotion, tu vois, étant un sentiment, j'ai fait, moi, beaucoup de travail sur le fait que l'échec, si le fait de louper mon permis à l'époque me fait me sentir un peu bizarre et je me dis merde, putain, j'ai loupé mon permis, bah c'est juste moi qui suis en train de se mettre ce frame sur ce qui vient de se passer. La réalité, c'est qu'il y a très peu de choses dans un passé assez proche où je me suis dit merde, je remets tout en question là. Tu vois ? Parce qu'en fait, le plan long terme, il est assez stable. Moi, je sais que je suis assez stable dans qui je suis, etc. S'il y a un truc que je loupe, c'est du course correction, mais qui est à un niveau micro, tu vois. Mais il peut y avoir des course correction assez vénères dans la vie. Et ce qu'on dit avec ma compagne, c'est when shit hits the fan. C'est que pour l'instant, ça va, tu vois. Et en fait, à quel point when shit hits the fan, des trucs vénères, hein, des trucs, ta famille meurt dans un accident, ta partenaire te quitte, tu perds tout, tu te fais hacker et tu perds tout ton argent. Là, c'est shit hits the fan. Évidemment qu'il y a l'émotion qui vient. Est-ce que le course correction, s'il est trop violent, à quel point ça a un impact sur ta vision globale, ou en fait tu es assez sûr sur tes valeurs d'expérimentation, d'apprentissage, de tout ce que je t'ai dit? Même là, je me dis, je suis assez sûr mais je pense qu'émotionnellement, t'en prends un coup. Et donc, je pense que sur les petits échecs, il n'y a pas eu grand-chose. Mais je pense que quand shit hits the fan, parce que ça va arriver dans la vie de tous les jours et que personne n'est jamais assez préparé pour ça, c'est comment est-ce que mentalement, en effet, tu as cette big picture qui est assez buildée pour pouvoir, tu vois, t'en sortir quand même. Parce que ça arrive, tu vois, les shit hits the fan. Ouais, super intéressant. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est c'est quoi le livre que tu as le plus offert ou qui a eu le plus d'impact pour toi? Je lis très peu, j'écoute beaucoup de bouquins audio. Il y en a un que je réécoute assez souvent, c'est de Jim Rohn. Alors, c'était le type qui était le mentor de Tony Robbins. Mais il a en fait, c'est un livre de basique de comment bien vivre qui s'appelle The Art of Exceptional Living. Et je trouve que c'est une masterclass, ce livre, sur des bases, en fait. Tu vois, plus tu montes dans l'ancien dev perso, moins c'est concret, plus c'est un peu méta. Et j'aime bien parce que du coup, tu peux y mettre ce que tu veux, tu vois, dedans. Et ça, c'est hyper cool. Et la dernière question pour toi, si tu avais un tableau géant qui puisse être visible par le monde entier, je sais que tu aimes bien faire des schémas, tu aimes bien écrire, dessiner, qu'est-ce que tu ferais dessus? Alors, c'est toujours très compliqué parce que le message est vu par une personne, à comment elle l'interprète et qu'est-ce que tu as envie qu'elle interprète. Donc, en fait, c'est surtout en cette question, c'est quel est le sentiment que tu veux donner aux gens quand ils regardent ce message. Et en fait, ça, il n'est pas contrôlable. D'où la question tricky. Ouais, et ça, il y en a un qui pour moi est assez fort, c'est parce que je vis beaucoup de ça, c'est que c'est le système vs les actions, quoi. En fait, tu peux mettre autant d'actions que tu veux, mais si le système dans lequel tu es n'est pas bon, ça marchera pas. Et donc, vaut mieux passer du temps à construire le système dans lequel tu évolues plutôt que de faire des mini-actions qui font que tu peux pédaler dans un small. Donc, c'est système over motivation, over action, etc. Merci beaucoup, Shubham, pour le temps que tu m'as accordé. J'ai passé un super moment. Merci à toi, c'était hyper cool.